Ok, bon ben donc j'ai le plaisir d'introduire le docteur Nathan Peffers-Madja de l'hôpital Bichat, qui a longtemps coordonné le réseau des jeunes infectiologues, avant d'être plus tout à fait assez jeune pour continuer, et qui maintenant va nous présenter donc l'antibiorésistance. Nathan, tu as 15-20 minutes à peu près? Oui, c'est ça. Euh, Merci beaucoup. Donc, effectivement, je vais vous parler de l'antibiorésistance au sens large, avec quelques notions, sans rentrer bien sûr dans le détail dans ce temps un peu contraint. Euh, je vais parler principalement donc, des conséquences probables de la résistance antimicrobienne en France et dans le monde, et bien sûr des infections de sites opératoires, mais ça, je pense que vous connaissez aussi bien que nous. Peut-être les principales bactéries résistantes et celles qui sont d'intérêt à connaître et un peu qu'on surveille comme des marqueurs, on va dire, de la résistance globale, et puis des grands principes de prise en charge, quelques exemples d'évolution de ces bactéries sur les dernières années. Euh, Simplement, hein, comme l'a dit M. Tadevin, dans la résistance antimicrobienne, non seulement cause directement de très nombreux décès dans le monde. Donc, dans le rapport de l'OMS, il était évalué le nombre de décès à environ 700 000 en 2014, mais à la fois ces décès risquent d'augmenter de façon majeure dans les années à venir, et on estime qu'en 2050, ça pourrait être parmi les plus grandes causes de mortalité dans le monde. Et l'impact indirect de cette résistance antimicrobienne est énorme pour le monde médical et une grosse partie des activités de la médecine actuelle et des progrès qui ont été faits en hématologie, en cancérologie, en chirurgie aussi. Donc, c'est vrai que c'est un des piliers, je pense, de la prise en charge moderne, les antibiotiques. Et la résistance antimicrobienne, malheureusement, met en danger et menace ce pilier de notre médecine. Alors, cette résistance antimicrobienne, je pense que ce qui est particulièrement compliqué, alors c'est le cas d'autres problématiques, mais on le voit avec les maladies émergentes, mais c'est le cas souvent en maladies infectieuses, c'est qu'il est un peu illusoire d'espérer contrôler cette résistance antimicrobienne à une échelle nationale ou même continentale. La résistance antimicrobienne, on le constate, se transmet naturellement dans un monde où les transports humains sont importants, et les zones du monde à haut risque de résistance antimicrobienne eh bien, se communiquent entre elles. L'Europe est bien sûr pourvoyeur de résistance et probablement verra de nombreux décès liés à cette résistance antimicrobienne, mais la problématique à venir, probablement dans les décennies qui suivent, c'est dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, où contrôler la résistance antimicrobienne est particulièrement complexe et représente d'énormes défis, notamment pour les infections de sites opératoires. Et à la fin, je parlerai, puisque c'est un sujet qui m'intéresse, on va dire la gestion de l'antibiothérapie post-opératoire sur différents continents, et la manière d'aborder les choses. Les antibiotiques peuvent être pensés, et puis comme l'a dit M. Tadevin, il y a différentes raisons à la résistance antimicrobienne, mais notamment l'utilisation d'antibiotiques. Alors bien sûr, on ne peut pas arrêter l'utilisation d'antibiotiques, puisque c'est ça qui permet énormément de choses, mais il faut essayer d'optimiser cette utilisation d'antibiotiques, et chaque antibiotique, disons, a un impact écologique, et c'est dans ce sens-là qu'on peut parler d'antibiotiques polluants, donc d'antibiotiques qui ont un grand impact sur notre flore microbienne personnelle, et de façon générale un impact sur la résistance au sens large. Donc globalement, on considère que les antibiotiques qui ont une forte activité contre notre flore dominante, c'est-à-dire principalement notre flore anaérobie du tube digestif, impactent de façon importante la résistance antimicrobienne et l'encouragent d'autant plus. Donc là, on voit ces antibiotiques qui sont considérés polluants, incluent bien sûr les carbapenems, mais aussi les céphalosporines de troisième génération ou les fluoroquinolones, qu'il faut bien sûr utiliser quand c'est indiqué, mais dont il faut essayer de limiter l'usage à ces indications validées et utiles. Euh, Si on met en parallèle, donc il y a la résistance antimicrobienne, et puis il y a les infections de sites opératoires, ça c'est donné de l'ECDC, le Centre pour le contrôle des infections européen, donc l'équivalent européen du Center for Disease Control aux États-Unis. Il y a les infections de sites opératoires, ça fait partie des infections associées aux soins les plus importantes en termes de quantité, et probablement parmi les plus complexes à traiter.
Il y a des graphiques et puis il y a différentes manières de présenter les choses, mais comme vous le savez, il y a énormément de gens qui sont opérés chaque année et une infection de site opératoire à la fois prolonge l'hospitalisation, c'est la principale cause de complications post-opératoires, hein, qui peut aller jusqu'à 40% des infections, et ça, on retrouve ces chiffres. Il n'y a plus de flux. C'est lui qui a planté. Punaise. Vous lui dites de couper ça. Notamment dans des pays à revenus faibles et intermédiaires, et des coûts qui sont complètement… les principales bactéries résistantes. Donc, évidemment, ce qui est compliqué dans les infections de site opératoire, et c'est vrai que c'est un sujet, je pense, pour les infectiologues compliqué, c'est que chaque site opératoire est différent, chaque spécialité chirurgicale a ses spécificités, et notamment ses spécificités en termes d'infections possibles et de micro-organismes à suspecter. Donc, si on voulait schématiser un peu les choses, mais bien sûr, c'est simpliste et c'est pas tout à fait, ça représente pas tout à fait la réalité. On a un ensemble de chirurgies dont le principal risque est représenté par les staphylocoques, que ce soit le staphylocoque doré, Staphylococcus aureus, ou les staphylocoques à coagulase négative, qui sont des coccygrammes positifs. Et là, on a bien sûr la chirurgie cardiaque ou cardiovasculaire, la chirurgie, la neurochirurgie ou des chirurgies, on va dire, cutanées. Et puis, il y a toutes les activités chirurgicales où la principale menace, elle est représentée par les bactéries qui sont contenues en grande quantité dans notre tube digestif, c'est-à-dire les bactéries, les bacilles à gram négatif et les anaérobies. Voilà, donc on pourrait schématiser dans ces deux groupes, mais bien sûr, chaque infection, chaque site infectieux et chaque chirurgie, je dirais, a ses spécificités et son risque à connaître et à maîtriser en termes de micro-organismes. Ces bactéries qui sont responsables d'infections, c'est à mettre en parallèle sur le plan de la résistance avec les micro-organismes et les bactéries qui semblent pour les infectiologues les plus critiques, on va dire, et notamment celles pour lesquelles on peut être amené à avoir des impasses en termes de traitement antibiotique et pour lesquelles il faudrait développer des nouveaux antibiotiques et encourager la recherche d'antibiotiques. Et c'est comme ça que l'OMS a défini des groupes critiques de bactéries, et sans détailler toutes les bactéries qui sont là mentionnées, eh bien, dans les bactéries, le problème critique de résistance, il y a les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération, donc notamment ces entérobactéries qui sont productrices de bêta-lactamase à spectre étendu, donc de BLSE, un terme qu'on utilise régulièrement. Donc ça, c'est un problème. Et c'est d'autant plus un problème quand ces entérobactéries sont résistantes au carbapénème et produisent ce qu'on appelle des carbapénémases. Donc ça, c'est un problème critique en France et dans le monde. Et puis, il y a bien sûr les problèmes liés aux staphylocoques, dorés ou d'ailleurs non dorés, staphylocoques dits blancs, qui sont résistants à la méticilline, avec des infections qui sont régulièrement complexes à traiter, et qui nécessitent l'utilisation d'antibiotiques comme les glycopeptides, la vancomycine ou d'autres classes antibiotiques. Ce qui est important de noter, c'est que l'évolution de ces résistances n'est pas exactement la même. Et je vais montrer quelques chiffres en France et surtout, mais il semblerait que le staphylocoque doré résistant à la méticilline soit plus ou moins sous contrôle, en tout cas en Europe, et plutôt a tendance à diminuer cette résistance, tandis que les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération ont tendance à exploser, on va dire, dans le monde et à être de plus en plus fréquentes. Et même si en France, on observe un certain contrôle, voire une diminution ces dernières années. Mais comme je vous dis, on est malheureusement, sur le plan de la résistance antimicrobienne, tous interconnectés et on pâtit de résistance dans d'autres parties du monde. Alors, je reprends très brièvement, sans le détailler, un travail que je trouve vraiment très intéressant, qui est français. Alors, je ne vais pas le détailler, puisque je pense que M. Ferry, qui est co-auteur, pourra vous en parler si vous le désirez. Mais dans ce travail, qui est le registre des infections complexes ostéo-articulaires français, eh bien, les auteurs avaient relevé les bactéries, les micro-organismes qui étaient responsables d'infections selon les sites. Et vous voyez que dans ces infections ostéo-articulaires complexes, eh bien, on peut trouver aussi bien des cocci à gram positifs, comme du staphylocoque doré, des staphylocoques blancs, que des bactéries, des bacilles à gram négatif qu'on voit là en vert. Ce qui est intéressant, et sans détailler site par site la répartition de ces bactéries, ce qui est intéressant, c'est que la résistance dans ces infections qui sont certes des infections complexes, ostéo-articulaires, la résistance n'est pas du tout un phénomène négligeable en France
dans ces infections, et je pense que M. Ferry en parlera peut-être, mais on est régulièrement amené à voir des staphylocoques dorés résistants à la méticilline, des staphylocoques dits blancs ou à coagulase négative résistants à la méticilline, des entérobactéries qui présentent différents types de résistance, ou des bactéries parfois plus complexes à traiter, donc, comme des bactéries dites non fermentantes, comme Pseudomonas aeruginosa, qui présentent régulièrement des phénomènes de résistance. Donc, si on regarde là les barres d'histogrammes qui sont entourées en rouge, eh bien, dans cette collecte à grande échelle française de plus de 15 000 micro-organismes, vous voyez que le nombre de micro-organismes résistants est loin d'être négligeable. Concernant les données françaises, donc, il y a un observatoire aussi de données de résistance qui est organisé par Santé publique France, qui s'appelle GEOD, et qui nous permet de suivre un peu l'incidence de ces infections à germes, à micro-organismes résistants. Et ce qu'on observe, et je pense que c'est aussi, comme le disait M. Tadevin, le résultat de plusieurs années de prévention à ce propos, d'alerte à propos de la résistance antimicrobienne. On observe que ces staphylocoques dorés ont tendance à avoir une incidence diminuée ces dernières années, donc les staphylocoques dorés résistants à la méticilline. Et ce qui semblerait être un peu aussi le cas sur le deuxième exemple que j'ai choisi, c'est-à-dire les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3e génération. Cette diminution qui est amorcée en France se retrouve aussi bien dans les établissements de santé que dans le milieu communautaire où la résistance, pour l'instant, c'est-à-dire en dehors des établissements de santé, est relativement contrôlée. C'est l'état en France ces dernières années, et c'est le résultat, je pense, d'énormément d'efforts pour contrôler cette résistance. Donc là, on le voit, par exemple, si on regarde Escherichia coli, producteurs de bêta-lactamase, bien on voit une incidence, là c'est des taux d'incidence pour 1000 hospitalisations, 1000 journées d'hospitalisation, eh bien ça a plutôt tendance à baisser ces dernières années, et je pense que Mme Pulsini vous parlera de la politique et des politiques qui ont permis ce type de succès et qui se poursuivent bien sûr pour cet enjeu d'intérêt. Sans rentrer vraiment dans le détail, les autres, dans les résistances qu'on craint et qu'on voit arriver de plus en plus régulièrement, je dirais, c'est par exemple les résistances des entérobactéries au carbapénème avec production d'enzymes dites carbapénémases. Comment un peu gérer cette résistance? Donc, sans rentrer site par site, les grands principes de la prise en charge, je pense qu'ils ont été dessinés par M. Tadevin. Il y a, je dirais, peut-être deux grandes situations dans les infections post-opératoires où la résistance est particulièrement importante. Je dirais, il y a déjà ce qui arrive régulièrement, c'est un patient qui, en post-opératoire, soit pour un problème infectieux autre qu'une infection du site opératoire ou pour une infection du site opératoire, se présente avec un tableau grave de sepsis ou de choc septique. Et là, on va dire la prévalence de la résistance impose régulièrement de mettre en place une antibiothérapie rapide, empirique, donc sans forcément de documentation, et bien, qui régulièrement chez les infections nosocomiales doit prendre en compte la résistance. Donc, c'est un impact concret du traitement des patients. Eh bien, on ne peut pas se permettre de traiter une infection sévère à l'hôpital par des antibiotiques de première ligne, comme on pouvait le faire il y a quelques années. Et puis, le deuxième impact qu'on sent, je dirais, au jour le jour, et particulièrement dans le domaine post-opératoire, c'est que, en dehors de ce contexte d'urgence, eh bien, une suspicion d'infection du site opératoire impose dans la majorité des cas un prélèvement profond, et ce prélèvement profond amène, comme on l'a vu dans le travail notamment français avec M. Ferry, amène à des micro-organismes résistants, et donc de devoir débuter des antibiothérapies qui sont d'autant plus complexes que la résistance est étendue dans les micro-organismes identifiés. Alors, dans les principes de cette prise en charge, alors évidemment, c'est une prise en charge, je pense, qui est multidisciplinaire, qui associe bien sûr le chirurgien, l'infectiologue, comme vous le disiez très bien, l'anesthésiste, le patient, les collègues microbiologistes, qui sont ceux qui détectent la résistance de fait dans les prélèvements. Et puis, vous avez parlé d'applications qui permettent de suivre les patients qui ont été opérés, qui leur permettent de mieux identifier des prémices d'infection et d'alerter peut-être plus précocement. Et je pense que ces outils sont d'une importance à venir probablement extrêmement étendue pour suivre les patients. Et on a travaillé notamment avec l'équipe où je fais un peu de recherche à l'Imperial College sur des outils de suivi un peu automatisés, avec bien sûr une intervention humaine pour valider tout ça, et la recherche d'infection du site opératoire dans un milieu communautaire une fois que le patient est sorti de l'hôpital.
Alors, bien sûr, là, et je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça faisait l'objet d'autres interventions, mais la meilleure façon de lutter contre la résistance antimicrobienne dans le domaine des infections de site opératoire, c'est d'éviter l'infection de ce site opératoire. Alors, c'est bien sûr pas possible de l'éviter totalement, hein, et quoi qu'on fasse, et quel que soit le niveau de respect des protocoles, eh bien, il y a des infections du site opératoire, mais plus on arrive à contrôler, plus on évite ces infections, plus on évite des antibiothérapies et donc de créer à moyen et à long terme de la résistance. Et ce problème, je pense qu'il est particulièrement marquant dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, où les protocoles de prévention des infections de site opératoire sont souvent très difficiles à mettre en place pour énormément de raisons qui peuvent être détaillées. Et notamment, nous, on s'intéresse, et s'il y a des gens éventuellement qui sont intéressés, moi je suis parti en Inde dans le cadre d'un projet de recherche sur l'utilisation d'antibiotiques dans les trajectoires chirurgicales, et c'était dans un hôpital indien pourtant privé, hein, de très haut niveau dans le paysage des établissements de santé en Inde. Eh bien, on a identifié énormément de problèmes, aussi bien dans les protocoles de prévention des infections de site opératoire que dans l'utilisation des antibiotiques après chirurgie, avec des difficultés à faire des prélèvements, des difficultés à récupérer les résultats de prélèvements, des antibiothérapies intempestives, hein, qui étaient débutées par exemple dès qu'il y avait de la fièvre, sur une simple suspicion d'infection de site opératoire, ou comme le disait monsieur Dadevin, des antibiothérapies d'attente pour voir ce qui se passe ou pour essayer d'éviter une infection. Donc il y a énormément de travail, et moi vraiment je suis un fort militant pour dire que ce travail, il faut qu'on essaye de le faire en partenariat avec des collègues dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, puisqu'on arrivera à contrôler les résistances tous ensemble, ou j'ai bien peur qu'on n'y arrive pas. Et juste pour illustrer, hein, le problème, donc vous avez vu, bien sûr, l'impact de la résistance est estimé dans les différents continents. Et là, c'est un article, je pense, très intéressant dans PNAS qui montre l'évolution de la consommation d'antibiotiques sur les années 2000-2015. Alors, en bleu sont les pays qui en consomment un peu moins, et où semble, par exemple, on l'a vu en France, hein, le SARM, le staphylocoque, a tendance à avoir son incidence décroître. De même, les entérobactéries. On consomme un peu moins entre 2015 et 2000, mais on est au début d'une ère très probablement où la consommation antibiotique en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud explose, hein, entre 2000 et 2015, et probablement continue à le faire. Et il faut absolument réussir à limiter cette surconsommation et à garder les antibiotiques pour des indications qui sont tout à fait validées. Et donc, notamment pour les infections de site opératoire qui sont identifiées comme un vrai problème de mésusage des antibiotiques dans de nombreux pays, parce qu'à mon avis, parmi les infections les plus complexes, et du fait de leur caractère pluridisciplinaire, parfois difficile, je pense, à mettre en place. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de cette invitation, et puis je suis bien sûr disponible pour des questions. Merci Nathan, c'était parfait, complet et synthétique, avec des messages importants. Alors, pour ce qui est des questions, vous avez la possibilité d'en poser par le chat, hein, j'imagine. Je commence mon boulot de modérateur, pardon. Donc Il n'y a pas de questions sur le chat. Moi, je voulais vous demander, est-ce qu'il existe des anaérobies résistants au métronidazole? Parce que nous, en viscéral, on aime bien le métronidazole, on va se coucher plus sereinement. Alors, je pense que probablement M. Tadevin et M. Ferry sont mieux placés. Je pense que, évidemment, dans cette énorme quantité d'anaérobies de notre tube digestif, on voit un peu tous les profils de résistance imaginables. Ensuite, des anaérobies responsables d'infections résistantes au métronidazole, donc d'impact et d'intérêt clinique, je pense que c'est relativement rare. Je vais peut-être laisser mes collègues plus expérimentés se prononcer. À mon avis, on ne peut pas l'exclure, mais je ne pense pas que ça soit enfin, moi, je n'ai pas l'impression dans la pratique d'avoir à gérer ce type de micro-organismes quotidiennement. Oui, dans la pratique, moi, j'en ai jamais rencontré, mais effectivement, quand on voit tout ça, on peut se poser la question. Je voulais bon, donc on était très contents parce qu'en fait, il y avait cette espèce d'escalade d'antibiotiques. Et puis maintenant, on entend, non, les laboratoires, de toute façon, ils ne cherchent plus les nouveaux antibiotiques. Et donc, je voulais vous demander quelles sont donc un peu les voies de recherche. Bon, on a bien compris qu'il fallait diminuer la consommation, mais dans les situations les plus critiques qui peuvent se présenter dans l'avenir, quelles seront les possibilités? Vous avez justement, je pense, avec M. Ferry, notamment des gens qui connaissent bien une voie de recherche, hein, qui est autour des thérapies par phage.
d'accord, qui sont des virus qui ont une activité antibactérienne, mais qui était utilisé par un Français initialement, qui s'appelait Félix Derel, qui a été un des premiers à imaginer l'utilisation de ces phages en pratique clinique. Et il y a des équipes de recherche, notamment en France, qui s'y intéressent. Donc, c'est une option. Malheureusement, c'est vrai que le développement antibiotique, et je pense que c'est ce qui a motivé l'OMS à faire cette liste en définissant la priorité selon priorité pour le développement d'antibiotiques. Et il y a beaucoup d'encouragement de la part de cette agence pour les industries de développer des nouveaux antibiotiques. C'est un secteur clé qui est sous-investi parce que probablement peut-être moins rentable que d'autres domaines thérapeutiques. Donc voilà, je pense aux phages, je pense... bien sûr, il y a un concept, peut-être c'est pas de l'innovation en tant que telle, mais ce concept de One Health, donc une seule santé, qui est un concept disant que la résistance antibiotique, elle doit être envisagée de façon globale, aussi bien chez l'animal que chez l'homme, que dans les sols, donc en médecine, enfin, au sens large vraiment, et qu'on doit contrôler la résistance en s'intéressant à tous ces réservoirs de la résistance, et y compris par exemple les rejets d'antibiotiques de l'industrie, notamment dans les eaux usées. Et donc cette idée de voir la résistance de façon globale est peut-être aussi une piste à creuser pour essayer de lutter contre la résistance. Je suis sûr que mes collègues ont peut-être des précisions. Oui, moi pour le métronidazole, c'est vrai qu'il y a quelques anaérobies résistants comme le Cutibacterium par exemple, alors qu'on ne voit pas trop dans le digestif, donc vous êtes tranquille. Mais d'une manière générale, c'est vrai que c'est mieux qu'on commence à voir arriver de nouveaux antibiotiques alors qu'on n'en avait quasiment pas vu pendant 15 ans, des nouvelles classes. Mais par contre, les leçons de ce qui s'est passé entre 1980 et 2010 ne doivent pas être oubliées, c'est-à-dire que la solution ne sera jamais la course au développement de nouveaux antibiotiques. Il faut qu'on fasse ça forcément en parallèle avec tous les efforts pour mieux utiliser ce qu'on a déjà. Parce que les bactéries iront plus vite que nous. Même si on se mettait à avoir un énorme succès dans le développement de nouveaux antibiotiques avec une nouvelle molécule tous les 6 mois, on n'aurait quand même probablement pas gagné la partie parce que les bactéries se multiplient en 20 minutes et font des résistances. Et à mon avis, c'est vrai, je veux bien poser la question à Nathan. Du coup, est-ce que tu penses que du point de vue diagnostique, on a encore pas mal de progrès à faire justement pour éviter la résistance en moins? Par exemple, le diagnostic de la fièvre post-opératoire, c'est un truc compliqué. Ouais. Je pense que l'enjeu pour l'infection du site opératoire est énorme sur le diagnostic. Moi, de l'expérience, là, pour avoir vu voilà, on a ce projet, là, Aspires, qui est dans différents pays, le point critique, c'est le diagnostic. Et parfois, je dirais, les équipes se disent, nous, on aimerait voilà, vraiment axer sur l'utilisation antibiotique, l'antibiothérapie. Et en fait, ce dont elles auraient besoin, c'est vraiment de la gestion des méthodes diagnostiques et d'améliorer les méthodes diagnostiques, puisque sans bon diagnostic microbiologique, je pense qu'il est illusoire de se dire que l'utilisation des antibiotiques va être optimisée. Et effectivement, tout ce qui est toutes les initiatives comme ils disent, de diagnostic stewardship, donc des équipes mobiles ou des interventions qui visent à améliorer le diagnostic des infections de site opératoire, c'est un enjeu crucial, mais c'est en parallèle, bien sûr, avec les moyens techniques, humains et financiers de laboratoires de microbiologie. C'est un point bloquant pour les infections du site opératoire à l'échelle mondiale, certain. Vous avez l'expérience de l'Est, de l'Asie. Dans ces pays-là, très souvent, j'ai une petite expérience du Vietnam, il n'y a pas d'intervention sans antibiotiques post-opératoire. Et c'est n'importe quel antibiotique. J'ai même vu du métronidazole en post-opératoire d'une synthèse bimalléolaire. Donc, c'est tout et n'importe quoi. On a l'impression qu'il y a des prises de conscience, mais il y a encore énormément à faire. C'est énorme. Et j'ai vu les courbes que vous avez montrées qui sont plutôt optimistes, en montrant que ça a plutôt tendance à descendre, que notre consommation d'antibiotiques commence un peu à descendre. Nous, les champions de l'antibiothérapie en Europe, je pense qu'on doit faire des efforts et qu'on ne doit pas se dire c'est une goutte d'eau dans une mer immense. Oui, non, tout à fait, tout à fait.
Mais voilà, mon idée, c'était vraiment de dire, voilà, moi, je me dis que c'était plus en encourageant des partenariats justement avec des équipes du Sud, plutôt justement en se disant on peut peut-être agir au-delà de notre propre pratique, hein, puisque c'est vrai que voilà, moi, c'est comme vous le dites, hein, y a des endroits où l'antibiothérapie, aussi bien les protocoles de prévention des infections de site opératoire que la gestion du post-opératoire, c'est relativement catastrophique, mais ça ne doit pas du tout faire relâcher les efforts en France, hein, tout à fait. Je pense qu'on a des débuts encourageants, mais c'est pas grâce, Mme Pulsini va en parler, hein, c'est des politiques extrêmement volontaristes, hein, qui sont mises en place et sur lesquelles le moindre relâchement peut aboutir à des conséquences rapides, hein.